Donc c'est parti. Donc je m'appelle Nicolas Grégoire, éventuellement vous m'avez vu ce matin si vous étiez au RIMP, et je vais parler cet après-midi d'optimisation d'attaque web en utilisant l'outil Burp Suite. Donc j'ai pas de lien particulier, enfin en particulier commercial avec Burp Suite, ni même avec son auteur. C'est juste que j'utilise beaucoup l'outil et que du coup il y a l'expérience faisant, il y a quelques astuces qui peuvent être utiles à d'autres personnes, d'où l'intérêt de faire ce type de présentation. Autre remarque, les exemples. Donc, il y a principalement deux exemples qui sont développés de bout en bout dans la conférence. Les deux sont très réalistes et tirés de situations réelles rencontrées plusieurs fois dans des tests d'intrusion. Donc c'est directement réutilisable au quotidien. Donc voilà, je vais introduire rapidement l'outil pour ceux qui ne connaissent pas. Et les deux exemples, c'est un scénario de test intrusif interne. Donc c'est rarement le cas où on pense à utiliser Burp. Donc là, il est relativement utile sur une attaque de type WPAD. On détaillera qu'est-ce que c'est comme attaque, etc. Et la deuxième, ça c'est super courant. Vous avez une application web, on va dire moderne, avec des sessions authentifiées, des jetons anti-CSRF pour protéger les formulaires et éventuellement des connexions agressives de la part du serveur. C'est-à-dire dès vous passez par une expression régulière, par exemple de validation de données, ça vous casse votre session. On a des solutions techniques qui permettent de rendre ce comportement totalement transparent du point de vue du testeur, donc c'est intéressant. Si vous êtes le pen-tester, c'est toujours utile. C'est une toute nouvelle télécommande, je suis un peu perdu. BioRapid, je fais de la sécu depuis une quinzaine d'années, on va dire 12 ans de manière professionnelle, enfin en tant que job. J'ai plutôt la mentalité breaker que builder, dans le sens que ce qui me vient naturellement, c'est plutôt comment contourner le problème. Donc ça tombe bien, ça permet d'allier on va dire le plaisir et le travail. J'ai testé des centaines de systèmes très variés, donc évidemment le plus sexy c'est ce qu'on peut le moins parler, enfin de tout, des appliances, des applis que vous utilisez sur votre desktop, des applications web, à peu près de tout. J'ai fondé une société qui s'appelle Agari il y a 3 ans, donc vous avez devant vous le président, le stagiaire, le consultant et la secrétaire, je fais tout. C'est un choix, hein, il y aurait moyen de grossir, mais c'est vraiment pour ma petite coquille. Pour travailler tranquillement et je pirate tous mes clients évidemment, c'est le job, et pour le plaisir, dans le sens où, je sais pas, quand j'étais au chômage, ça m'empêchait pas de faire la même chose que quand je suis payé, sauf que ça rentrait un peu moins d'argent. Accomplissement, alors le terme n'est pas super bien choisi. J'ai présenté ce matin à propos d'XSLT, d'XML, donc j'ai trouvé ces 3 dernières années peut-être une trentaine de vulnérabilités liées à ces technos. Donc j'ai forcément en conséquence, je suis titulaire d'un gros paquet d'identifiants CVE, donc c'est les numéros uniques qui identifient les vulnérabilités. Et j'ai présenté sur Burp donc le sujet d'aujourd'hui à King Paris au printemps, sur une collection de trucs et astuces avancés, Burp avancés. Et du coup, j'avais été félicité sur Twitter par l'auteur de l'outil lui-même, qui trouvait la présentation bien. Donc ça, c'est toujours bien pour rendre ses trainings derrière. Au fait, l'auteur pense que c'est du bon boulot. Bon, voilà, ça c'est la page satisfaction de l'ego. Passons à autre chose. Alors, l'introduction à l'outil, donc Burp Suite, c'est une application en fait qui est composée d'une petite dizaine d'outils. L'objectif de l'application, c'est purement et simplement dédié à l'interception, le relais, l'analyse, la modification et le rejet de trafic web. C'est-à-dire que vous capturez tout ce qui passe, vous pouvez l'analyser, le modifier et le rejouer en masse ou individuellement, et vous pouvez jouer des attaques sur le client, sur le serveur, tout est possible. C'est puissant, polyvalent, donc petite référence à notre pays hôte. Et ça se configure tout bêtement comme un proxy, c'est-à-dire dans votre navigateur, vous configurez le proxy, au lieu de vous remplacer votre proxy entreprise par Burp. Éventuellement, vous configurez les proxys upstream. Et c'est une application Java, donc ça tourne. Enfin, moi j'ai testé que sous Windows et sous Linux. Mais en tout cas, il paraît que ça fonctionne même sous macOS. Ah, il y a des gens qui confirment, très bien. Voilà le marché. Donc avant, le marché était beaucoup plus fragmenté. Il y avait Paros, WebScarab, Achille. Aujourd'hui, il y a 2 logiciels. Il y a Burp Suite, il y a Wasp Zap,
qui est relativement récent, mais qui progresse assez rapidement, surtout que maintenant il y a Mozilla qui investit massivement dans cet outil, Zap. Donc c'est bien pour l'écosystème. L'outil a une documentation vraiment bien faite et vraiment complète, bien structurée, facile à naviguer, etc. Et quand vous utilisez l'application, vous avez des centaines d'endroits où vous avez ce petit bouton. Donc chaque fois que vous posez une question, vous avez le réflexe de cliquer sur le bouton et vous avez l'aide contextuelle qui apparaît. C'est vraiment super intéressant, surtout quand vous êtes dans des situations où vous n'avez pas accès à Internet. Vous avez l'aide qui est locale et vous n'êtes pas là, ah, j'aurais Internet, ça serait tellement simple. Vous pouvez vous débrouiller, même si vous êtes au fin fond d'un bunker, etc. Le mainteneur et la communauté sont très actifs, donc il y a des forums qui sont extrêmement pratiques, avec des échanges de relativement bon niveau sur les forums. L'outil est énormément extensible, enfin depuis fin 2012, avant c'était un peu folklorique. Là on a une vraie API publique, on a plusieurs langages supportés, Java, Python, Ruby, et on peut faire vraiment plein de choses magiques. Et c'est bien pour l'auteur parce que ça lui permet de voir ce que voudraient les clients, ce que voudraient les clients, les utilisateurs du logiciel. Grosso modo, si les gens se prennent la peine de coder une extension, c'est peut-être que la fonctionnalité mériterait d'être intégrée à la base. Et tout ce que je fais est basé sur la version payante. Il y a une version gratuite qui existe, mais qui est sévèrement limitée en fonctionnalité et en performance. Ça coûte 250 € par an. Vu le prix où on facture les intrusions, il n'y a pas de raison de ne pas investir 250 € pour ce type d'outil. Enfin, dans mon cas où je fais pas mal de web. L'interface, ça ressemble à ça. Donc, c'est la toute dernière version. Donc, si on visite, grosso modo, en haut, vous avez la barre d'outils. Vous avez tous les outils qui sont intégrés à Burp. Donc, voilà pourquoi je parlais de collection d'outils. Là, vous avez un filtre d'affichage. Donc, par exemple, on n'affiche pas les 404, on n'affiche pas les CSS, on n'affiche pas les répertoires vides. Là, vous avez une vue arborescente. Donc, vous avez un site, chacun des répertoires, chacune des pages, et chacune des pages avec les paramètres avec lesquels elle a été appelée. Et là, vous avez le détail. Donc là, on a cliqué sur cet endroit de l'arborescence. Donc, toutes les requêtes inférieures, enfin présentes dans cette arborescence, sont affichées ici et vous pouvez les classer, faire plein de choses pratiques. Et celle sur laquelle vous cliquez, on affiche ici la valeur de la requête et de la réponse. Et vous avez X. Donc là, il y en a 5, mais ça dépend du type de données. Vous avez X onglets d'affichage. Là, typiquement, Render, c'est une sorte de mini browser embarqué et vous avez le rendu HTML de la page. Donc, vous pouvez tout faire dans le logiciel. Donc, présentation des outils. L'outil central, enfin la pierre angulaire de Burp, c'est le proxy, évidemment. C'est là qu'on permet au trafic de rentrer. Donc, on a un outil proxy qui permet de le configurer, le proxy, on peut en parler, le port, qu'est-ce qu'on fait des SSL, etc. Et on a une vue chronologique du trafic observé. Donc, ça, c'est pratique. Quand vous cliquez sur un bouton, il se passe plein de choses. Vous avez une démarche chronologique qui vous permet de voir exactement qui appelle quoi et dans quel ordre. Et vous avez la vue arborescente qu'on a vue juste avant. Les outils manuels, donc ça sert pour le testeur à émettre lui-même ses requêtes. Il y a le repeater, grosso modo, c'est pour émettre une requête. Donc typiquement, c'est là que je stocke mes proof of concept. Chaque fois que je trouve une faille, je la documente dans repeater. Et en un clic, je peux rejouer le POC. Et intruder, c'est plus pour faire de la recherche de vulnérabilité ou de la recherche par dictionnaire, de l'énumération. Et là, c'est vraiment de l'émission en masse. On définit des modèles, on définit ce qui va varier, et puis après, c'est l'outil qui cherche à envoyer. Et les outils automatiques, donc ça c'est relativement économique, dans le sens où ça ne coûte pas de temps déjà. Donc le Spider, ça fait collecte passive et collecte active, il regarde votre trafic. S'il y a un lien que vous n'avez pas, excusez-moi, s'il y a un lien sur lequel vous n'avez pas cliqué, la collecte passive suffit à l'enregistrer. Et si vous activez le mode actif, il va suivre explicitement le lien qu'il a détecté juste avant. Et le scanner, c'est un scanner de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'il prend les pages, il cherche les paramètres, il injecte des choses et des machins, et en espérant trouver des vulnérabilités. Et le scanner intègre aussi un mode passif. Typiquement, si vous avez un formulaire
avec un champ qui s'appelle password, qui est soumis en HTTP. C'est suffisant pour le scanner passif pour lever une alerte qui dit vous avez un champ password qui a été soumis en HTTP. C'est ce que permet de faire un scan passif. Donc il n'y a aucune raison de ne pas activer les modes passifs des deux quand vous testez. Au pire, ça ne vous aura rien apporté et au mieux, vous aurez quelques items qui auront été trouvés et ça ne peut pas perturber ni votre workflow ni l'application vu que c'est purement passif. Alors ça c'est tiré de la doc de l'outil, c'est le cheminement d'un pentest applicatif. On commence par configurer, là il y a la configuration, on ne va pas traiter. On configure le browser pour qu'il parle au proxy. Le proxy, on visite le site web, on remplit l'historique, on remplit la sitemap. À partir de là, on peut faire activer le spider. On peut activer l'intruder pour faire de la recherche par dictionnaire, par exemple comme Nikto. Et à partir de là, on a couvert la surface d'attaque. Après, on cherche des failles avec le scanner, c'est son job. Le repeater pour faire de la recherche manuelle, l'intruder pour faire de la recherche de masse. Le sequencer, on détaillera plus tard. Et voilà, ça donne une idée à peu près de quand et comment on utilise les outils au cours d'un test intrusif applicatif. Autre fonctionnalité, donc là on passe vite, c'est juste pour sequencer, ça sert à tester la qualité d'un aléa. Décodeur, ça sert à encoder, décoder selon différents formats. Comparer, ça permet de comparer dans une interface graphique deux messages différents, enfin deux requêtes ou deux réponses différentes, ou sections de requêtes, sections de réponses. Et l'extender, c'est l'outil qui est dédié au plugin. Puis il y a tout ce qui est configuration, c'est extrêmement riche en configuration. On peut configurer des macros. Une macro, c'est une suite d'actions qui fait des requêtes, tout simplement. Ça fait des requêtes à votre place. Et les règles de gestion de session, c'est ce qui applique de la logique aux macros. Donc les macros, généralement, c'est trivial à faire. Les règles de gestion de session, c'est parfois plus compliqué, c'est là qu'il faut réfléchir un peu. Et puis il y a plein d'autres réglages, raccourcis clavier, gestion des sauvegardes, etc. Des exemples simples d'usage de Burp Suite ou d'autres proxys offensifs. On a une application où on fournit, l'application fournit un entête location qui va rediriger par exemple vers la page d'accueil de l'application. Et cet entête location, il est émis à chaque fois que vous n'avez pas le bon cookie de session, par exemple. Donc dans un navigateur, ça marche très bien, c'est-à-dire que vous allez arriver avec le mauvais cookie de session et vous allez être redirigé vers la page d'accueil et vous ne verrez rien dans votre navigateur qui vous indique qu'il se passe quelque chose d'intéressant à creuser. Par contre, si vous le faites dans un repeater, vous aurez la réponse qui sera location, etc. Et ensuite, on parle d'un cas vulnérable, où l'application, on a le traitement applicatif qui est réalisé, mais qui n'est pas visible dans le navigateur et qui est visible dans le repeater. Car repeater, par défaut, n'honore pas les redirects, quels qu'ils soient, 301, 302, JavaScript, location. Mais on a une case à cocher qui permet d'honorer, et auquel cas, c'est très facilement visible. Et même si vous voulez browser l'application dans votre navigateur, il vous suffit de configurer Burp pour que quand l'entête location il est émis par l'application, vous le supprimez au niveau du proxy et votre navigateur ne le voit pas, donc votre navigateur ne le traite pas vu qu'il ne le voit pas, et du coup vous surfez l'application exactement comme s'il n'y avait pas cette entête location qui était émise. Donc ça, je l'ai fait en test d'intrusion récemment. Le client était abasourdi que j'arrive à avoir un navigateur avec son appli et que lui, quand il faisait le même test, il n'avait pas le même résultat, il était redirigé sur la page d'accueil. Autre exemple, bon ça c'est tout bête, on a un formulaire, une page qui est protégée par authentification basique HTTP. Donc il faut émettre cette entête authorization de point basique avec une chaîne au base64 et la chaîne on la génère par base64 de identifiant de point mot de passe. Et donc ça c'est trivial à faire dans Intruder. Donc Intruder peut aussi vous servir comme brute forcer HTTP basique. Ça vous évite d'avoir à utiliser des outils tiers et que éventuellement vous maîtrisez moins, et puis quel brute forcer je vais prendre, est-ce qu'il est fiable, est-ce qu'il est rapide, etc. Là au moins c'est un outil que je maîtrise et je peux faire exactement la même chose en 30 secondes, ce qui est aussi rapide que de retrouver l'outil qui va bien, dédié on va dire, quelque part sur ma machine. Dernier cas, ça marche pas mal sur les applications mobiles. Vous avez un reverse proxy qui regarde le user agent et selon le user agent, il vous envoie sur tel web app ou tel web app. Donc par défaut, en cochant juste une case,
Dans Burp Suite, on peut émuler Internet Explorer, iOS et Android, et évidemment, vous pouvez émuler n'importe quoi d'autre. Donc ça devient intéressant si vous avez un D-Link, un des 3 modèles pour lesquels une backdoor a été publiée cette semaine. Donc vous configurez votre user agent et vous avez accès à tous les D-Links de ces modèles-là, en tout cas, disponibles sur Internet. Donc grosso modo, vous configurez Burp pour être votre proxy, et vous surfez Internet, et chaque fois que vous trouvez un D-Link vulnérable, la page d'admin s'affiche directement. Vraiment, ça c'est juste des cas d'usage triviaux. Passons au cœur du sujet. Alors, WPAD. Alors le scénario, on fait un pentest interne, donc type on a cassé le Wi-Fi, on se retrouve avec une prise RJ45 sur le LAN, grosso modo. Donc c'est de la boîte noire, vu qu'on est rentré par le Wi-Fi, on ne sait pas le port d'adressage, on ne sait pas où est le DNS, quel est le domaine Windows, son nom, où est le contrôleur domaine, on ne sait rien. On a juste une prise réseau. Les administrateurs sont compétents, enfin pas d'erreur grossière, sont vigilants, donc ça implique un besoin de discrétion, c'est-à-dire que si au cours du pentest, par exemple, je peux rediriger les calls les appels à la hotline, je peux créer plus d'incidents utilisateurs pendant mes attaques, et après éviter que les calls ils tombent à la hotline, et éviter de me faire détecter comme ça, ou en tout cas gagner du temps, mais au début j'ai rien, j'ai juste une prise réseau. Donc j'ai aucun moyen de minimiser l'impact de mes attaques, donc il faut vraiment que je sois discret pour ne pas me faire détecter aussitôt dans le process. Et le réseau, c'est du réseau commuté, enfin il n'y a plus de réseau à base de hub, je pense. Mot de passe solide, donc le brute force est inenvisageable. Et application des correctifs, sachant qu'il y a toujours une machine Windows où il y a Windows Update qui est buggé, il y a toujours une machine Windows ou Linux qui est installée à partir d'un live CD, et on a oublié de changer la configuration d'APT, donc ça marche pas. Voilà. C'est globalement application des correctifs, mais avec le non 100% de la vraie vie sur lesquels on retombe systématiquement. Donc l'objectif, c'est, on est sur le réseau, et on va faire du man in the middle, donc on va se mettre entre le client, la station, et le serveur web, et idéalement tous les serveurs web. Donc on va faire du man in the middle web, spécifiquement web, et pour ça on va utiliser WPAD, qui apparemment a été conçu exactement pour ça. Donc voilà, si WPAD ne vous parle pas, peut-être que ça vous parle plus. Ça c'est de la config Windows, configuration du réseau. Et là vous avez Automatically Detect Settings. Ça c'est dans Firefox, c'est à peu près la même formulation. Ça c'est dans Kaspersky Antivirus, etc., etc. Donc ça serait vachement marrant de choper un compte d'admin, parce que Kaspersky... Enfin bon, on s'éloigne. Toujours dit que si vous avez Kaspersky, vérifiez comment elle est configurée. Enfin voilà, tout ça pour dire que n'importe quel utilisateur peut choisir de cocher cette case qui est cochée par défaut dans certaines configurations, et du coup se retrouve vulnérable aux attaques WPAD, parce qu'est-ce qu'il a fait en cochant cette option? C'est qu'il a activé l'option WPAD. Donc si l'option elle cause des problèmes, et l'utilisateur va avoir ces problèmes. Donc WPAD, c'est Web Proxy Automatic Discovery, ça a été introduit il y a très longtemps dans IE5. Et après, tous les autres navigateurs ont joint le mouvement, dans le sens où les gens ils avaient WPAD en entreprise, et Firefox ne marchait pas du premier coup. Firefox a introduit WPAD, et puis tout le monde l'a fait. Donc WPAD, c'est magique. Le client, la station, bon, ça peut être un serveur, mais c'est plus rare, elle peut récupérer automatiquement, donc ça c'est un mot hyper dangereux en sécurité, automatiquement, l'identité du serveur WPAD, donc qui est le serveur WPAD. À partir de là, elle peut accéder au serveur WPAD pour récupérer le fichier wpad.dat qui contient la stratégie de relayage du trafic web. Donc stratégie de relayage, j'ai pris un mot, enfin j'ai inventé un terme, parce que c'est vraiment complexe, c'est du JScript, on peut avoir, c'est un vrai langage de programmation, on peut faire ce qu'on veut, c'est pas juste utiliser tel proxy. C'est si ça finit par .com, utiliser tel proxy, si ça finit par .in, utiliser tel proxy. Donc c'était extrêmement riche, extrêmement intéressant pour, quand on est attaquant. Et l'autre fonctionnalité, ça permet à l'attaquant de se désigner comme proxy, et c'est ça qu'on va voir. Alors, dans la phrase « Le réseau fournit l'identité du serveur WPAD », le problème c'est le réseau. C'est quoi le réseau? Sachant que nous on a une prise RJ45, donc on fait partie du réseau. C'est simple, en DHCP,
Il y a l'option 252 qui permet de communiquer l'identité du serveur WPAD à tout client DHCP. Et sinon, on fait une requête DNS pour WPAD. Et si la requête DNS ne marche pas, selon la version de Windows, si on est inférieur à Vista ou Vista ou supérieur, on va faire une requête NetBIOS ou une requête du nouveau protocole pareil que NetBIOS, juste c'est pas le même, introduit dans Vista. Donc c'est là que ça devient intéressant. Le réseau il est switché, d'accord, donc on voit que le trafic qui nous est destiné. Par contre, si on est en NetBIOS ou en LLMNR, la requête elle est envoyée en broadcast. Donc par définition, toute personne qui est dans le domaine de diffusion Ethernet recevra le paquet. Donc l'attaquant, même s'il a juste une prise RJ45 dans les combles ou au fin fond du parking s'il est en Wi-Fi, eh ben, il verra quand même ce paquet passer et il pourra répondre au paquet, éventuellement en étant le premier, mais généralement le plus simple c'est d'être le seul, c'est-à-dire que WPAD n'est pas configuré sur le réseau, vous n'avez pas à faire la course avec un autre serveur légitime, vous êtes le seul à répondre, du coup vous devenez vous-même le serveur légitime. Donc comment on fait pour mener ce type d'attaque? C'est relativement simple, on va configurer un listener sur le port 3141, donc le listener c'est le port du proxy en écoute, c'est ce que les clients vont taper comme port. Donc on configure un proxy en écoute sur l'interface externe et on n'oublie pas de désactiver l'interception de requêtes. Par défaut, Burp ne laisse pas passer les requêtes, il les bloque. Il vous attend de les libérer manuellement, donc ça sera extrêmement gênant pour vos victimes. Donc on désactive l'interception et puis voilà, c'est fini. C'est fini, on n'a plus qu'à rediriger le trafic WPAD vers notre proxy et c'est fini, on fait du man in the middle sur le trafic web. Donc on a l'outil de Spider Labs qui est la branche, on va dire, R&D de Trustwave, qui fait un outil qui s'appelle Responder, qui est en Python, qui est extrêmement facile à patcher si vous avez besoin, et qui fait exactement ça. Grosso modo, vous avez un Responder qui se charge de ramener les clients vulnérables jusqu'à votre proxy, et vous avez le proxy qui intercepte le trafic. Fin de l'histoire. Voilà, on a gagné. On a gagné. Maintenant qu'on a gagné, c'est-à-dire qu'on a gagné dans le sens où on intercepte le trafic. Après, il faut en faire quelque chose. Donc le trafic, on peut le voir dans le sitemap que j'ai déjà présenté et dans le proxy historique et chronologique. Sauf que c'est pas super pratique de parcourir les requêtes. Imaginons que vous avez piégé 80 stations, tout le monde surfe, c'est 13h30, enfin le pic de surf. C'est impossible à gérer manuellement. Donc on a des outils de recherche. Alors, le premier outil de recherche, donc il est détaillé là-haut, comment accéder à l'outil. Le premier outil de recherche, c'est Analyze Target, et pour un ou plusieurs arborescences dans votre sitemap, il vous identifie les URL dynamiques, URL statiques, et l'ensemble des paramètres utilisés. Get, post, cookie. Donc là, c'est simple, on prend paramètres, on classe par name, par ordre alphabétique, et on arrive vers PAA et on a password. Donc on a un champ password, enfin on a un champ de nom password, on en a une seule instance dans l'arborescence, la page elle s'appelle compte.laposte.net et sa valeur c'est secret password. À partir de là, on a trouvé un mot de passe utilisé par un des utilisateurs. Donc là c'est quand même relativement, enfin ça marche pour des valeurs très connu. Enfin, oui. Juste une question, dans votre exemple, là, vu qu'on est en HTTPS, c'est-à-dire que vous avez caché... C'est juste après. Okay. Mais très bonne remarque, merci. Donc, je disais, ça c'est si on connaît le nom du paramètre, on peut faire de la recherche par expression régulière, il suffit de cocher la case regex, seulement dans les request headers et les request body, seulement parce qu'il est véhiculé par le proxy, et on retrouve évidemment la même valeur. Après, il y a plein d'usages. Vous chopez un mot de passe quelque part, vous recherchez le même mot de passe dans votre trafic et vous trouvez l'endroit où il y a une application qui fournit un mot de passe dans un paramètre avec un nom improbable. Vous recherchez le même nom de paramètre ailleurs et vous retrouvez... il faut toujours tirer la ficelle, c'est un peu le principe des tests intrusifs. Ok, donc là on a les outils pour analyser le trafic, choper des mots de passe, choper des cookies.
éventuellement même consulter les infos, si par exemple si quelqu'un consulte l'appli, le SIM de l'entreprise en HTTP, ça peut être intéressant d'avoir toute la carto, les alertes. Est-ce que nous on a généré des alertes avec nos attaques précédentes? Enfin bon, il y a pas mal de choses à collecter. Alors, mais la question c'est, y a-t-il quelque chose qui vous choque dans cette image? Mais oui, il y en a apparemment que ça choque. Donc je vais leur laisser formuler. Qu'est-ce qui te choque dans cette image par exemple? Le fait que tu as du trafic HTTPS, donc si la personne se fait choper, on aura un problème de certificat. Exactement, c'est ça. Par défaut, Burp fait de la rupture de session SSL. Donc quand vous surfez un site SSL, il y a du SSL du navigateur au proxy, rupture de session, et du SSL du proxy au serveur web, ce qui permet à Burp de faire son job et de voir le trafic en clair. Par défaut, ça marche comme ça. Donc si vous êtes en configuration par défaut, exactement comme disait le monsieur, vous interceptez le trafic HTTP, ce qui est bon pour vous, mais ce qui est très peu discret, parce qu'on a des alertes, au mieux on a des alertes navigateurs, le certificat rouge, enfin la croix rouge, je ne sais plus comment ça marche, et au pire on a des applis qui ne changent même pas. Gmail, selon de l'endroit, par exemple Gmail sur Android, vous n'aurez pas une erreur de certificat, vous aurez connexion injoignable. Parce qu'en fait, il y a un bout de code côté client qui vérifie le certificat et qui... bon. Donc c'est très peu discret. Donc quand on se rappelle le scénario de base où on voulait être discret en début d'attaque pour pas se faire repérer par les admins, là on a perdu. On a généré 200 calls à la hotline, Gmail ça marche plus, j'ai des pop-up bizarres, c'est mort. Vous pouvez remballer vos affaires et trouver un autre vecteur. Donc voilà, c'est par exemple ça c'est dans Chromium ou Chrome, je sais pas. Voilà, on a la croix rouge, le HTTPS qui est barré, un message terrifiant, notamment si vous n'avez jamais vu ce message avant, donc là on n'a aucune chance d'arriver à faire quoi que ce soit. Et si la personne est un peu technique, elle va ouvrir le certificat, et le certificat il a bien le bon CN, mais c'est la seule chose qui est bonne. Tout le reste c'est Portswigger CA, donc c'est l'auteur, il n'y a pas de chaîne de certification, enfin, etc. Donc ça c'est un vrai problème en termes de discrétion. Heureusement, il y a une fonctionnalité introduite tout récemment, parce que justement on avait ce problème que quand on faisait du man in the middle, on avait un... Enfin, c'est réglable dans le wpad.dat en fait, on peut dire redirige vers moi que le trafic HTTP, mais c'est pas très élégant. Alors que là, depuis septembre 2013, on peut configurer la non-rupture de session SSL, et en fait, on définit une entrée avec un host blanc et vide et un port vide, et en fait ça match tout le monde. Donc avec une ligne, vous pouvez faire en sorte que tout votre trafic SSL il parte en direct, et du coup vous n'avez plus le problème de warning des utilisateurs, mais évidemment vous avez un prix à payer qui est le trafic HTTPS n'est pas visible. Bon, c'est pas, généralement on s'en sort même si on n'a pas le trafic HTTPS, hein, c'est pas un vrai souci. Donc voilà, là on gagne vraiment, et on gagne par contre seulement sur le trafic HTTP. Toujours dans notre optique de discrétion, on a d'autres problèmes. Si l'utilisateur accède à un site qui n'existe pas, il a un message d'erreur généré par Burp. Si l'utilisateur accède à un site qui s'appelle Burp, il accède à l'interface graphique built-in de Burp, qui vous permet par exemple de consulter le proxy history ou de récupérer le certificat d'AC. Donc là typiquement vous êtes en train de casser totalement la confiance que le client a en vous, parce que une des victimes est en train de consulter le proxy history qui contient les logs de tous les autres employés. Donc il y a un employé qui peut utiliser vos outils pour surveiller les agissements des autres employés, vous êtes très mal. Donc voilà, c'est des précautions à prendre. Et ça se configure, les deux sont à côté, hein, c'est quand même bizarre. Proxy option, vous décochez ça, vous cochez ça, et vous allez régler vos problèmes. Vous avez un réponse HTTP vide qui est renvoyé, qui est géré plus ou moins bien par les navigateurs, mais en tout cas qui n'est pas aussi informatif que les messages qu'on avait avant. Donc voilà, là on a atteint réellement notre objectif, on écoute HTTP seulement, et de manière relativement indétectable. Donc les attaques qu'on va pouvoir réaliser. Donc là, on a fait des attaques passives, le trafic passe, on regarde les identifiants, on regarde les cookies, éventuellement on regarde le trafic en lui-même. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de faire des attaques actives. Attaque active, on va soit modifier les réponses reçues du serveur, on va voir ce qu'on peut faire,
soit carrément rediriger vers un site différent. Typiquement, vous tapez, bon, j'aime bien taper sur La Poste, vous tapez www.laposte.net et vous n'arrivez jamais sur le site de La Poste, vous arrivez directement sur un site qui est contrôlé par l'attaquant, avec tout ce qu'on peut imaginer comme scénario de phishing, comme downgrading SSL, etc. etc. Donc voilà, une présentation plus détaillée des attaques actives qu'on peut faire. Donc par défaut, nativement, Burp supporte les attaques de type SSL strip, c'est-à-dire que quand il y a un lien HTTPS qui arrive au client, on remplace HTTPS par HTTP. Quand il y a un cookie qui est secure only, on le passe en pas secure only, comme ça il est renvoyé en HTTP aussi. Et puis tout le trafic sortant HTTP, on passe en HTTPS, comme c'est le SSL strip classique, donc ça c'est intégré. Et puis altérer je vais le dire dans l'autre sens, quand on utilise un proxy, c'est le proxy qui fait résolution DNS. À partir de là, c'est trivial d'altérer la résolution DNS, c'est vous qui la faites, et du coup c'est trivial de rediriger vers un site tiers que vous avez vous-même préparé à l'avance. Par exemple, on peut imaginer l'intranet de la boîte qui redirige vers un site à vous avec des fausses infos, avec la multiplication par 3 des salaires au 1er janvier, enfin on peut imaginer tout plein de scénarios amusants. Voilà, donc ça c'est ce qui est géré en natif par Burp, et tout ça c'est ce qui n'est pas géré en natif par Burp, mais qui serait quand même intéressant d'avoir. Ouais. Les attaques SSL strip, il y a une option de configuration Ouais. Ah, tu vas montrer après Non, mais vous cherchez SSL strip dans la doc et vous aurez, il y a 3 options, il y a celle pour... grosso modo, une option pour les cookies, une option pour supprimer les liens et une option pour refaire sortir en SSL le trafic qu'on a strippé. Et... Non, je ne vais pas le faire. Mais c'est bien fait dans la doc, il n'y a pas de souci. Donc tout ça c'est intéressant, mais c'est pas implémenté dans Burp. C'est modifier un lien. Donc, par exemple, si les gens vont sur Microsoft.com, tous les liens vers des exécutables, vous les redirigez vers vous. Ça c'est intéressant. A priori, la personne aura confiance. A priori, c'est un admin. Enfin, vous imaginez le bénéfice pour vous. Vous êtes en train de déployer vos shellcodes sur tout le parc parce que l'admin il est en train de déployer des binaires. C'est intéressant. On peut insérer des images, éventuellement des images invisibles, qui sont stockées sur un partage Windows que vous hébergez. Comme ça, vous faites du pass de hash. Vous récupérez les hashes selon comment est configuré le domaine. Ça peut ne pas être réaliste, mais vous pouvez casser les hashes. Vous pouvez exécuter du JavaScript. Donc vous avez un cross-site scripting permanent sur tous les sites qui passent à travers vous contrôlez le contenu. Vous pouvez donc inclure les machines dans un botnet BIF et vous pouvez insérer des frames invisibles ou pas, par exemple pour charger Metasploit Autopoint, qui est le script automatique, le module d'exploitation automatique de Metasploit, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui a le mérite de taper bien fort sur le clou, avec des exploits Java, Flash, n'importe quoi. Donc voilà, tout ça on aimerait bien le faire, mais en état on peut pas. Donc, il y a un besoin, on va remplir le besoin, en fait une extension dédiée à la manipulation des réponses, qui s'appelle HTTP Injector et que j'ai développé. Donc en fait ça propose grosso modo tout ce qui est dans le carré rouge ici, on peut le faire avec HTTP Injector. Donc en fait toutes les réponses qui sont de type HTML, qui sont incluses dans le scope ou pas, c'est une option, qui match une certaine, je sais pas comment on dit en Suisse si vous tenez vraiment à ce que je parle français, mais je sais même pas lire en français. Une certaine chaîne de texte est présente, donc ça déclenche, et on vérifie si le client n'a pas été déjà infecté. Alors on peut dire par exemple, on infecte, dès qu'on a une requête qui passe, on infecte la réponse. Ou on infecte la réponse une seule fois par IP. Ou on infecte la réponse une seule fois par IP et par service. Ou une seule fois par IP, par service et par paramètre. On a différents cas d'usage et différents modes de gestion des infections. Donc les cas d'usage, on va insérer du JavaScript. Alors ça c'est pas de l'offensif, mais ça peut être utile. Sous iPad par exemple, vous n'avez pas d'outil de développement dans le navigateur. Vous ne pouvez même pas analyser le DOM ou quoi que ce soit, ce qui peut être un problème. Donc la technique, c'est d'utiliser ce plugin pour rajouter du JavaScript qui va charger Firebug Lite dans la page. Et Firebug Lite, c'est un outil de développement web purement en JavaScript et qui se charge en overlay dans la page. Donc vous avez un outil d'analyse du DOM, par exemple, en JavaScript, loadé par votre
par votre burp. On peut insérer des images, et de toute façon c'est du Python, donc vous faites ce que vous voulez avec le trafic qui passe. Et on journalise les... Ah oui, par contre c'est intéressant. Imaginons qu'on va affecter une requête sur 300 par exemple, parce qu'il y en a très peu qui matchent nos critères, et bien il faut les loguer pour être sûr de les retrouver. Donc on les log une part dans l'extension, et d'autre part on fait dans le proxy story, on les colore, on leur met un message, et comme ça elles sont triviales à retrouver, d'autant plus qu'il y a une option qui est afficher seulement les paquets avec commentaires. Donc tout ce que vous avez tagué vous avec des commentaires, en un clic vous pouvez les retrouver dans le proxy story. Ben voilà, ça c'est la journalisation. Donc ça c'est, je lance l'extension, c'est du Python. Au début il affiche sa config et après j'ai les logs. Et là j'ai par exemple response was infected et puis avec la post.net. Et juste au-dessus vous avez la config. Donc par exemple je vais rechercher /body et je vais le remplacer par une image invisible. Oui, alors attendez, on va faire comme ça. Une image ici, invisible ici, qui est stocké sur un partage Windows du LAN, et évidemment je rajoute mon body à la fin, et du coup chaque page qui passe, la personne si elle est sous Windows, elle va me fournir son hash Windows, enfin NTLM ou NTLM. Et ça c'est dans Proxy History, donc voilà, ça c'est le paquet qu'on a affecté tout à l'heure, la post.net, il est devenu jaune, c'est la couleur est choisie, et on a un commentaire qui dit que l'IP 263 a été infecté, et effectivement quand on regarde le contenu, on a bien une image qui a été rajoutée juste avant le tag body, donc ça marche, on a bien fait ce qu'on voulait faire. Ça c'est le mode blague. On remplace tous les liens, enfin c'est vraiment, ce mode est mal implémenté, mais c'était vraiment une blague à l'origine, donc je m'en fous qu'il ne fonctionne pas à 100% des cas. Voilà, donc si on accède à ib.fr depuis un poste qui est activé, qui passe par le proxy avec le mode blague d'activer, voilà, toutes les images sont remplacées par une image de notre choix. Juste, je comprends pas pourquoi quand je me log sur eBay depuis chez moi et on me propose que des bots. Mais bon, ça c'est un détail. Et on va faire une petite démo. Alors, je suis censé finir à quelle heure maintenant? 5 minutes. Ok. Hop, fin de la démo. La démo, vous avez vu les captures d'écran, en fait je vais pas faire la démo, je vais passer à la suite. Après si vous voulez, on aura le temps. Donc ça c'est le récap de ce qu'il faut faire, a priori on l'a couvert. Alors on va passer au deuxième scénario. Application web moderne, jeton anti-CSRF, session authentifiée, expiration automatique, enfin c'est-à-dire au bout de 10 minutes vous êtes déconnecté. Ou même on peut imaginer une déconnexion agressive, ce que je disais en introduction, sur non-respect des expressions régulières. Et l'objectif métier du testeur, il a un formulaire de saisie avec un champ de texte et il faut qu'il trouve une valeur qui est entre 0 et 100. Donc c'est juste, pourquoi je prends ça? C'est juste pour vous montrer qu'on s'en moque, qu'on cherche des injections SQL, du cross-site scripting, des failles de logique, etc. Ce qu'on veut, c'est se donner les moyens de brute forcer un formulaire de 0 à 100. À partir de là, c'est juste la payload que vous allez modifier pour chercher des injections SQL ou des choses comme ça. Et l'objectif technique, c'est de rendre invisibles les contraintes applicatives de gestion de session et de jetons anti-CSRF, que ce soit pour les outils manuels ou pour les outils automatiques. Et pour ça, on va utiliser macro et règles de gestion. Donc voilà, l'appli, elle ressemble à ça. Donc l'appli ressemble à ça, j'ai une application, je peux me loguer. Bon là j'ai mis en dur parce que c'est plus simple, excusez-moi, parce que c'est plus simple pour moi. Je clique sur please le... Bon. C'est amusant ça. Voilà, donc je me suis logué, j'arrive sur formulaire, j'ai pas de session, j'ai pas de token, je rentre la valeur 1 par exemple, check value, ah c'est pas la bonne, vous avez bien le bon token mais c'est pas la bonne valeur, je mets 2, je fais check value, ok, toujours pas la bonne valeur, 3, etc., check value, etc. Et là j'ai une session qui dure 1 heure, d'accord, voilà, donc ça c'est comment se présente l'application, vous voyez c'est extrêmement simple.
Alors, la session, elle dure 1 heure, donc on va considérer que sa durée est très largement supérieure à la durée de nos tests. Donc on n'a pas besoin, pour l'instant, on va faire petit à petit, on n'a pas besoin de gérer la déconnexion de session. On prend une session valide, on prend le cookie de session valide et on le réutilise. On a 1 heure pour faire nos tests sans s'embarrasser avec les gestions de session. Donc, toute requête qu'on doit envoyer doit avoir un cookie de session qui sera issu de la cookie jar, la boîte à biscuits. J'aime bien la traduction française, donc je l'utilise régulièrement. Le cookie de session vient de la boîte à biscuits. Le jeton anti-CSRF, c'est ça qu'on va vouloir récupérer par macro. Et forcément, une valeur comprise entre 0 et 100, c'est l'objectif métier. Donc on a une macro qui récupère le jeton et une règle de gestion qui, quand une requête part, remplace le token par le token qu'elle vient de collecter et remplace le cookie de session par le cookie de session qui est issu de la boîte à biscuits. La macro de collecte de jetons, c'est tout simple. On définit une page qui est en l'occurrence la page qui présente le formulaire et on applique une expression régulière pour récupérer la valeur token qui a un champ caché et voilà, on a récupéré la valeur du token. Fin de l'histoire. Donc quand je disais que les macros étaient simples, c'est réellement simple. Donc là on clique sur configure item et on a la configuration de la regex pour récupérer la valeur. Et excusez-moi. Et ici on dit utiliser la boîte à biscuits pour les requêtes sortantes. Donc là on a fini, on prend le cookie de session valide, on accède à la partie authentifiée, on récupère le token anti-CSRF et après on le garde à disposition pour plus tard. Et le plus tard, c'est maintenant. Ça, on s'en fout. On met à jour la requête avec le jeton anti-CSRF et le cookie. Et ça ressemble à ça. On configure une règle de gestion. On l'appelle mise à jour du jeton anti-CSRF. On a beaucoup d'imagination. C'est quoi sa tâche? C'est de lancer une macro qui s'appelle obtention du jeton anti-CSRF qu'on a défini juste avant. Et on dit, la règle de gestion, elle dit, tu exécutes cette macro, tu mets à jour le paramètre token à partir de ce qui vient de la macro, et tu mets à jour le paramètre PHP Session ID à partir de la boîte à biscuits. Fin de l'histoire, toute requête qui sort, lance la macro plus la règle de gestion qui permet de mettre à jour cookie et token. En termes d'usage, un seul thread en parallèle, sinon vous allez griller votre jeton anti-CSRF. Vous le collectez d'un côté et vous avez un autre thread qui en collecte un autre, du coup qui invalide celui d'avant, donc c'est un problème. Un seul thread, c'est vraiment l'erreur la plus classique dans ce type de setup. Après c'est transparent dans Repeater, hein, vous cliquez sur les boutons et puis les valeurs sont mises à jour. Et dans Intruder, donc Intruder, c'est l'émission en masse de requêtes. Je préconise très fortement d'utiliser grep extract pour extraire des parties de la réponse et du coup vous permettre de suivre l'avancement. Là, typiquement, à partir d'ici, toute la partie droite, c'est utilisation de grep extract pour extraire des parties de la réponse. Et du coup, ça me permet de suivre qu'il me reste 3156 secondes, que mon token est valide, que si je n'ai pas la bonne valeur, et que le token que j'ai reçu pour la prochaine fois, c'est cette valeur, etc., etc., etc. Et à un moment, je verrai qu'au lieu de me dire d'essayer une autre valeur, j'ai bingo avec un HMD5. En fait, c'est quand je fais des trainings et il faut que les élèves ils me donnent un capture de flag classique. Donc là, on a eu un flag. Voilà, et là, belle victoire, les jetons anti-CSRF ne sont plus un problème et vous pouvez utiliser vos workflows traditionnels de façon tout à fait transparente. Le scanner, le spider, tout marche de façon transparente. La démo, donc je vais juste vous montrer dans Repeater. Alors si le dieu des démos n'est pas trop fâché. Ici, j'ai PHP Session ID qui est une valeur qu'on va voir changer et qui va être remplacée par un cookie valide. Et ici, on a MyCSRF token qui va être remplacé par un CSRF qui sera collecté par macro. Donc, en fait, je vais cliquer sur Go et on va avoir un petit délai. Ces deux valeurs vont changer et après, on va avoir le résultat qui s'affiche. C'est le déroulement clé, si ça marche. Voilà.
Donc là, on a eu soit une création de session, non, dans ce cas-là, on a une réutilisation du cookie de session valide, et on a récupération du token, et on a la réponse du serveur qui vous dit il vous reste 3277 secondes, votre token est valide, on y est arrivé, par contre on n'a pas la bonne valeur, et après il suffit de faire ça dans Intruder en faisant varier ici la valeur 8 pour faire notre brute force et trouver la valeur qu'on recherche. Alors, maintenant, on passe aux sessions. Les sessions, elles ne durent plus 1 heure, elles durent 30 secondes. Ou elles ne durent pas 30 secondes, elles sont cassées de manière très agressive par le serveur. Combien? 5? 0. Ok. Bon, on va faire alors un... Qu'est-ce que je peux vous faire en 0 minutes? Ouais, si, voilà. On garde le même principe. On crée une session. Créer une session, c'est juste envoyer un formulaire post à la bonne URL avec votre login et votre mot de passe en paramètres et récupérer le cookie PHP Session ID dans la réponse émise par le serveur. C'est toujours la même logique. C'est qu'est-ce qu'on veut envoyer. Enfin, grosso modo, il faut traduire en termes techniques HTTP votre vision métier d'application. C'est-à-dire, se loguer, c'est soumettre un post à telle URL avec tel paramètre. Une fois que vous avez fait ce cheminement intellectuel, vous n'avez plus qu'à aller dans l'interface, cocher les bonnes cases pour réaliser le traitement que vous voulez réaliser, et vous arrivez à faire votre action. Alors, voilà, je finis là-dessus. Pour vérifier que la session elle est valide, on émet une requête authentifiée. Donc, par exemple, obtention du jeton anti-CSRF, vu que c'est sur la partie authentifiée. On cherche une expression régulière dans le retour, remaining time, etc. Donc ça, c'est que la session elle est valide. On dit que la session est valide, et du coup, on peut, si la session n'est pas valide, appeler la macro de création de session. Du coup, je passe sur la démo, la conclusion, etc. Les slides seront publics, des liens y compris vers l'extension que j'ai présentée tout à l'heure. Et la conclusion, c'est super polyvalent, on peut tout faire avec. Si vous pensez que vous ne pouvez pas tout faire avec, c'est probablement que vous avez mal lu la doc. Lisez la doc, vraiment, au moins 2 fois. Et surtout, entraînez-vous en environnement isolé. Enfin, le but, c'est d'être efficace en situation réelle. Et l'objectif que je donne que je me donne à moi et que je donne aussi à mes élèves en training, c'est que la première config en live, elle marche du premier coup. Parce que si vous êtes en test d'intrusion, vous n'aurez jamais de moyen de détecter si votre test ne marche pas. Si vous avez des faux négatifs, vous ne le verrez jamais. Donc il faut faire des tests en lab, vous savez où sont vos failles et il faut les retrouver en utilisant Burp. C'est le seul moyen de vous garantir que vous le faites bien. Et une petite citation en anglais pour finir. Et je ne sais pas si j'ai probablement pas le temps pour des questions. Donc les questions, ça sera ce soir au chalet de l'Alpage ou à l'apéro ou à la pause, quand vous voulez. Merci.